Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Vous avez choisi de venir plutôt que de profiter d'une belle après-midi ensoleillée, donc j'en suis flatté. Puis je crois qu'il y a également la vente aux enchères pour la collégiale. Bon, il y a beaucoup d'événements les samedis, ce qui est vraiment très très bien. Bon, vous corrigerez évidemment la date, comme moi je travaille toujours un an à l'avance. Nous ne sommes pas en 2023, mais bel et bien en 2022. Petite anecdote, j'avais marqué sur mon agenda que je devais faire une conférence à Évreux le vendredi 7 octobre, donc c'était hier. Et je m'inquiétais beaucoup, j'avais pas de nouvelles, comment est-ce que je dois y aller, à quelle salle, etc. Et on m'envoie un mail, mais non, c'est en 2023. Donc, ouais. Bref. Alors, donc la dernière fois, j'avais donc situé un peu la question de la nature par rapport à la pensée des Lumières et tout particulièrement à celle de Rousseau pour mettre en évidence une filiation de la représentation rousseauiste de la nature au XIXe siècle et en mettant également l'accent sur la phrase, au fond, qui résume à peu près tout, celle du journal d'Amiel, que tout paysage est un état d'âme. Bon, et ça, c'est une des grandes questions que toute la littérature du XIXe siècle, mais singulièrement la littérature romantique, va traiter. Donc, je vous ai mis beaucoup de textes. Soyez rassurés, on ne va pas tous les lire. Ne vous inquiétez pas, madame, prenez votre temps. On ne va pas tous les lire, je ne vais pas tous les commenter, mais c'est pour votre documentation. Surtout que j'y ai mis des textes qui sont rarement étudiés, parfois très difficilement accessibles. Donc, ça donne un petit plus à ce que je peux avoir à vous dire. Alors, donc, en guise de prologue, donc, je vous ai fait une synthèse trop dense, j'en suis désolé, de la conception de la romantique de la nature après 1820. Alors, pourquoi 1820 ? Parce que traditionnellement, on dit que le romantisme français commence en 1820 avec les méditations poétiques de Lamartine. Alors, c'est un événement littéraire certainement, mais il est faux de dire que le romantisme commence en 1820. En fait, on ne sait pas quand est-ce qu'il commence et on sait encore moins quand il finit. Parce que les mouvements littéraires sont évidemment beaucoup plus difficiles à cerner de manière précise qu'on ne le pense, en tout cas que les manuels scolaires le pensent et le disent. Mais c'est tout à fait normal, il faut trouver des critères, il faut trouver des dates, il faut avoir une chronologie acceptable pour s'y retrouver. Mais 1820 est quand même un bon moment parce que en 1820 sont vraiment si j'ose dire, assimilés par la jeune génération d'écrivains toutes les conceptions de la nature telles qu'elles ont pu s'élaborer et se diffuser depuis les années 1770-1780. Donc, j'ai isolé 2 points. Le premier, donc, c'est une synthèse que j'ai rédigée, la nature et le moi, et l'autre, c'est un extrait d'un article que je trouve tout à fait remarquable, qui dit vraiment beaucoup de choses pour situer le rapport entre la nature, l'histoire et la politique dans le romantisme. Que retenir du rapport entre la nature et le moi chez les romantiques? Eh bien que la nature est à la fois l'expérience ou l'intuition d'une unité fondamentale du monde, capable d'entrer en relation avec les énergies et les souffrances de l'individu, que les forces qui sont à l'œuvre dans l'histoire peuvent être reliées à la nature, que toutes les variations du rapport entre le moi et la nature s'inscrivent dans une véritable dynamique pleine de contradictions, aspiration à une vie plus proche de la nature, refuge, valorisation de la nature comme milieu qui peut être soit hostile, soit favorable, en harmonie avec l'individu, l'identification de la nature et de Dieu,
l'enthousiasme, la nostalgie, le malaise de l'existence, l'émerveillement devant la beauté de la nature, la prescience des correspondances, les fameuses correspondances baudelairiennes. Baudelaire n'invente absolument pas la notion de correspondance, hein. Elle lui vient d'avant, et la notion de correspondance vient chez les Français depuis les Allemands. Mais tout cela est englobé dans ce rapport complexe, variable, multiforme, des rapports entre le moi et la nature, d'où la richesse du thème dans la littérature romantique. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis limité au roman, car il aurait fallu évidemment parler de la poésie romantique, mais ce serait nous entraîner trop loin, et là je vous aurais remis un dossier de entre 80 et 100 pages. Plus intéressant encore, c'est le rapport entre la nature, l'histoire et la politique, puisque, notamment après 1830, après le moment 1830, qui représente vraiment un point de bascule dans le romantisme français, mais pour des raisons politiques, la révolution de juillet 1830, qui a beaucoup déçu la jeunesse romantique qui attendait de cette révolution de 1830 un prolongement ou même un achèvement de la révolution de 89 et qui se retrouve avec Louis-Philippe. Et donc le désenchantement, le terme est d'époque, hein, c'est Balzac qui le lance sur le marché dans un grand article critique où il va parler de la littérature du désenchantement, dont il donne comme exemple Le Rouge et le Noir, dont il donne comme exemple son propre roman de la peau de chagrin, ces deux textes étant parus en 1831. Et ce désenchantement romantique va donc changer le rapport à la nature, puisque cette nature va se présenter de plus en plus comme étant ce qui s'oppose à une société dans laquelle on ne se retrouve pas, dans laquelle on vit mal. Et là, le mal du siècle, le fameux mal du siècle des romantiques, va trouver un exutoire dans ce rapport à la nature. Donc, la nature devient une idée politique, autant qu'un thème existentiel, autant qu'une question esthétique. Hein, et donc, vous voyez, on a deux moments comme ça, 1820 et 1830, qui font que le rapport des romantiques à la nature va évoluer. Bon, vous lirez à loisir l'extrait de cet article que je vous ai mis, mais ce sont là les grandes idées fondatrices. Alors les textes que je vous ai choisis vont chronologiquement de Chateaubriand à Fromentin, donc quand même sur une bonne partie du XIXe siècle. Et pour certains auteurs, en particulier pour Chateaubriand, j'ai complété des extraits de textes de fiction par des extraits de récits de voyage, tout simplement parce que on retrouve dans le récit de voyage la même mise en texte et le même rapport à la nature que celui que vous avez dans les romans. C'est ça qui est très intéressant, c'est que le récit de voyage n'est pas simplement une relation de voyage, n'est pas simplement le rapport fait au périple qui a été accompli, mais c'est une méditation sur les paysages traversés, une méditation sur la nature, une méditation sur le rapport entre le moi et les paysages. Alors on va déjà sur Chateaubriand, nous n'allons pas tout voir, mais j'ai commencé par les Natchez. Alors les Natchez, c'est très certainement un des deux romans de Chateaubriand qu'on ne lit plus du tout, avec les aventures du dernier Abencerrage, dont je vous ai mis un extrait aussi. Mais les Natchez, c'est très très important dans la problématique chateaubrianesque, parce que c'est le roman dans lequel apparaît pour la première fois chronologiquement le personnage de René. Celui que vous retrouvez dans Le génie du christianisme, celui que vous allez retrouver dans la publication séparée de René. Les Natchez avaient été écrits avant, ils n'ont pas été publiés par Chateaubriand avant la publication de ces œuvres complètes à partir de 1826. Donc c'est un texte fondateur, mais totalement inconnu
pour les lecteurs de Chateaubriand avant 1826. Et c'est l'histoire des Natchez, donc c'est le nom d'une tribu indienne, hein, les Natchez qui se sont révoltés contre les Français en 1727, et au fond c'est l'histoire de la fin de la tribu, du peuple des Natchez, mais où René, le personnage de René, est accueilli chez les Natchez et va, pour la première fois, connaître l'amour, va être en relation avec le vieux Chactas, qu'on retrouve dans le René du génie du christianisme, puis le René de 1805, et René va être assassiné par un Natchez. Mais ce qu'on va voir ici, c'est comment est-ce que la figure de René va se situer par rapport à cette nature, je mets des guillemets, sauvage de l'Amérique de l'époque, puisque vous allez retrouver ici l'un des fils directeurs de la représentation romanesque de la nature chez les romantiques, c'est-à-dire une nature qui est encore préservée, une nature sinon totalement vierge, en tout cas luxuriante, celle qui est l'environnement de l'homme primitif. Donc je vous ai mis en gras quelques-uns des passages. Donc vous voyez à la page 3, un sentiment confus de bonheur trop inconnu à René reposait au fond de son âme, en même temps, il y a une faute de frappe, en même temps que le frère d'Amélie, donc c'est lui, croyait sentir son sang rafraîchi descendre de son cœur dans ses veines, et par un long détour remonter à sa source, telle l'Antiquité nous peint des ruisseaux de lait s'égarant au sein de la terre, lorsque les hommes avaient leur innocence, et que le soleil de l'âge d'or se levait au champ d'un peuple de pasteurs. C'est un Éden retrouvé, qui permet donc au personnage de se ressourcer, de se retrouver, de pouvoir éprouver pour la première fois une forme de plénitude d'existence. Et vous voyez ici quelle est l'opposition majeure, c'est évidemment entre civilisation et état sauvage. La civilisation qui apporte le malheur et l'état sauvage qui permet de se régénérer. On continue. Le frère d'Amélie s'était endormi, l'homme de la société. Il se réveillait, l'homme de la nature. Voilà la phrase capitale qui vous dit tout. Le ciel était sur sa tête comme le dais de sa couche, des courtines de feuillage et des fleurs semblaient pendre de ce dais superbe, des vents soufflaient à la fraîcheur et la santé, des hommes libres, des femmes pures entouraient la couche du jeune homme. Il se serait volontiers touché pour s'assurer de son existence, pour se convaincre qu'autour de lui tout n'était pas illusion. Tel fut le réveil du guerrier aimé d'Armide lorsque l'enchanteresse, trouvant son ennemi plongé dans le sommeil, l'emporta sur une nue et le déposa dans le bocage des îles Fortunées. Donc c'est la légende de Renaud et d'Armide. Donc non seulement on se retrouve, mais on a l'impression de voir se rejouer les grands mythes fondateurs de l'humanité. Donc ça c'est vraiment essentiel. Mais vous voyez, le René du génie du christianisme et le René séparé de 1805 doivent être replacés dans cette chronologie, dans cette biographie du personnage. Deuxième extrait, donc là aussi c'est un roman dont je ne serais pas surpris que vous ne l'ayez jamais lu, Les aventures du dernier Abencerrage, donc qui est écrit en 1807, mais publié lui aussi dans les œuvres complètes de 1826. Petite parenthèse, Chateaubriand, en 1826, est dans une situation financière catastrophique. Parce qu'il a quitté le gouvernement Villèle, pour des raisons de désaccord politique, donc il n'a plus son traitement de ministre, il a énormément de frais pour l'entretien de sa propriété de la Vallée aux Loups, l'actuelle maison Chateaubriand, qu'il va devoir vendre parce qu'il ne peut plus entretenir, donc il cherche désespérément des moyens de se renflouer. Et donc il va aller proposer à un des grands éditeurs de l'époque, qui est l'éditeur L'Avocat, de
publier ses œuvres complètes. C'est la première fois que vous avez un auteur qui va trouver un éditeur pour lui dire « publiez mes œuvres complètes alors que je suis toujours vivant ». Et ça va être une grande opération éditoriale, hein, où Chateaubriand va évidemment republier les textes déjà connus, le génie du christianisme, Atala, René, les textes moins connus aussi, qui sont des textes historiques ou autres, les martyrs, tout ça va repasser dans les œuvres complètes, et il va y ajouter des manuscrits qui étaient restés inédits. Donc, je vous ai mis un petit résumé de l'histoire du dernier Abencerrage. Hein, nous sommes après la Reconquista, la Reconquista de l'Andalousie par Isabelle la Catholique, et le dernier descendant d'une illustre famille arabo-andalouse, les Abencerrages, qui s'appelle Aben Hamet, va en pèlerinage à Grenade, hein, où vécurent ses ancêtres. Il va rencontrer Blanca, qui est la petite fille du Cid. Donc évidemment, vous imaginez un musulman, une catholique, amour impossible. Bon, le schéma est assez facile à imaginer. Et cela ne pourra évidemment pas marcher comme on pourrait le souhaiter. Et vous allez avoir une petite description tout à fait intéressante de la vallée du Douro, que je vous ai mis en gras. Un jour, il herborisait dans la vallée du Douro, le coteau du Midi soutenait sur sa pente fleurie les murailles de l'Alhambra et les jardins du Généralif. La colline du Nord était décorée par l'Albaïzine, par de riants vergers et par des grottes qu'habitait un peuple nombreux. À l'extrémité occidentale de la vallée, on découvrait les clochers de Grenade qui s'élevaient en groupe du milieu des chênes verts et des cyprès. À l'autre extrémité, vers l'Orient, l'œil rencontrait sur des pointes de rochers des couvents, des ermitages, quelques ruines de l'ancienne île Libérie et dans le lointain les sommets de la Sierra Nevada. Le Douro roulait au milieu du vallon et présentait le long de son cours de frais moulins, de bruyantes cascades, les arches brisées d'un aqueduc romain et les restes d'un pont du temps des morts. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Évidemment, l'exotisme hispanique. Je vous rappelle que l'exotisme littéraire au début du romantisme, c'est d'abord un exotisme méditerranéen, la péninsule ibérique, l'Italie, la Grèce étant d'ailleurs déjà l'Orient. Hein, lorsque Chateaubriand publie son itinéraire de Paris à Jérusalem en 1811, il dit qu'il entre en Orient quand il entre dans la Grèce. Hein. Mais ça, c'est le premier exotisme, qui vient se compléter très vite d'un exotisme nordique, l'Écosse, le nord de l'Allemagne, les zones grises et humides du nord de l'Europe. Et ce double exotisme vient en quelque sorte se substituer à ce qui avait été le grand exotisme des Lumières, qui était l'Orient turc, pensé aux lettres, ou persan, pensé aux lettres persanes, et l'Orient chinois ou même japonais, ce qu'on appelle à l'époque les terres lointaines de l'Asie. Hein. Mais ce qui était méditerranéen dans la pensée, dans la littérature des Lumières, n'était pas pensé comme un exotisme. Là, il y a une bascule géographique et idéologique qui est tout à fait intéressante. Ça vous explique pourquoi Gautier va écrire des contes d'Espagne, que Musset va écrire des poésies qui sont en grande partie consacrées à l'Espagne et à l'Italie. Hein, ça fait partie, si vous voulez, du réservoir mythico-géographique des romantiques. Bon, fin de la parenthèse. Deuxième chose intéressante, ce paysage est un paysage dans lequel se rassemblent les restes de toutes les civilisations. C'est-à-dire que c'est un paysage qui est imprégné d'histoire. Et ça, c'est une des autres caractéristiques du paysage chez les romantiques. C'est la présence de l'histoire, la lisibilité du passé historique, ce qui permet de vastes méditations sur les siècles passés,
sur le destin des civilisations, etc., etc. Le premier grand texte sur les ruines est un texte de Volney, V-O-L-N-E-Y, de la toute fin du XVIIIe siècle, qui est une méditation sur les ruines de Palmyre, qui s'intitule « Les ruines », et c'est le premier grand texte qui inscrit ce rapport de méditation face aux ruines, qui fait prendre conscience à l'individu du cycle historique, naissance des civilisations, apogée des civilisations, fin des civilisations. Et comme vous le savez, les romantiques vont être fascinés par les ruines. Pour un romantique, finalement, un monument en ruine est plus beau qu'un monument en bon état. Parce que la ruine inscrit le travail du temps et permet la méditation. Abed-Hamet n'était plus ni assez infortuné ni assez heureux pour bien goûter le charme de la solitude. Il parcourait avec distraction et indifférence ces bords enchantés. En marchant à l'aventure, il suivit une allée d'arbres qui circulait sur la pente du coteau de l'Albaïzine. Une maison de campagne environnée d'un bocage s'offrit bientôt à ses yeux. En approchant du bocage, il entendit les sons d'une voix et d'une guitare. Entre la voix, les traits et les regards d'une femme, il y a des rapports qui ne trompent jamais un homme que l'amour possède. « C'est Mahouri », dit Abed-Hamet, et il écoute, le cœur palpitant. Au nom des abencerrages plusieurs fois répétés, son cœur bat encore plus vite. Donc là, le paysage qui était un paysage de solitude va se peupler du sentiment amoureux. Après, donc, je vous ai mis quelques annexes qui sont des extraits des récits de voyage. Donc j'évoquais tout à l'heure, là, il y a une minute, l'itinéraire de Paris à Jérusalem, qui date de 1811, avec le voyage en Grèce, où là, qu'est-ce que vous allez avoir sous la plume de Chateaubriand ? Vous allez avoir l'occasion pour Chateaubriand d'imprégner la description des paysages grecs de toute sa culture, de tous les rappels de ce que fut la littérature grecque, de ce que fut l'histoire grecque. En quelque sorte, vous avez un récit de voyage qui est en même temps une sorte de parcours de l'histoire de la Grèce, où chaque élément du paysage est en quelque sorte lourd de toute la littérature grecque, de toutes les descriptions chez les Grecs. Nous passâmes un torrent desséché, son lit était rempli de lauriers roses et de gâtilliers, l'Agnus castus, arbuste à feuilles longues, pâles et menus, dont la fleur lilas, un peu cotonneuse, s'allonge en forme de quenouille. Je cite ces deux arbustes parce qu'on les retrouve dans toute la Grèce et qu'ils décorent presque seuls ces solitudes, jadis si riantes et si parées, aujourd'hui si nues et si tristes. À propos de torrents desséchés, je dois dire aussi que je n'ai vu dans la patrie de l'Ilissus, de l'Alphée et de l'Érimante que 3 fleuves dont l'urne ne fut pas tarie, le Pamisus, le Céphise et le Rotas. Enfin, ce sont tous ces noms que vous trouvez dans la littérature classique grecque. Il faut qu'on me pardonne encore l'espèce d'indifférence et presque d'impiété avec laquelle j'écrirai quelquefois les noms les plus célèbres ou les plus harmonieux. On se familiarise malgré soi en Grèce avec Thémistocle, Épaminondas, Sophocle, Platon, Thucydide. Et il faut une grande religion pour ne pas franchir le Cithéron, le Ménal ou le Lycée, comme on passe des monts vulgaires. Petite parenthèse, je ne suis pas sûr que les masses touristiques contemporaines qui vont en Grèce se familiarisent avec Thémistocle, Épaminondas, Sophocle, Platon et Thucydide. Mais je suis peut-être méchant. Bien. Ensuite, le voyage en Amérique. Alors, le voyage en Amérique qui est de 1827. Alors là, le voyage en Amérique, pour une fois, contrairement à ce qui se passe dans les mémoires d'outre-tombe, il va décrire des paysages qu'il a vraiment vus. Et il va en profiter pour en faire une sorte de géographie américaine. Et là, je vous cite le passage qui est la description du lac supérieur. Je vous passe le début, vous voyez, vous avez la situation par latitude et par longitude. Mais le paragraphe intéressant, c'est ce qui est en gras au milieu de la page 5. Frappé de l'étendue de ce réservoir des eaux, l'imagination s'accroît avec l'espace. Selon l'instinct commun de tous les hommes,
Les Indiens ont attribué la formation de cet immense bassin à la même puissance qui arrondit la voûte du firmament. Ils ont ajouté à l'admiration qu'inspire la vue du lac supérieur la solennité des idées religieuses. Donc, c'est le spectacle de la nature qui a fait naître une religion primitive. Or, que dit Chateaubriand dans Le génie du christianisme de 1802 ? C'est que le spectacle de la nature inspire aux hommes l'amour de la divinité, que la nature est une incitation à la foi religieuse. On ne peut pas rester indifférent devant la beauté de la nature. Si donc il y a une telle beauté de la nature, c'est que cette nature a été créée, et par conséquent, il faut adorer le créateur de cette nature. Donc je vous laisserai découvrir cette description du lac supérieur. Page 6, cependant, journal Sandade. Alors ça se présente comme ça, ça se présente comme ça dans le texte. Après cet aperçu des lacs vient un commencement de journal qui ne porte que l'indication des heures. Et là, vous allez avoir un grand morceau chateaubriandesque sur le sentiment de la liberté au sein de la nature. Le ciel est pur sur ma tête, l'onde limpide sous mon canot, qui fuit devant une légère brise. À ma gauche sont des collines taillées à pic et flanquées de rochers, d'où pendent des convolvulus à fleurs blanches et bleues, des festons de bignonias, de longues graminées, des plantes saxatiles de toutes les couleurs. À ma droite règnent de vastes prairies. À mesure que le canot avance, s'ouvrent de nouvelles scènes et de nouveaux points de vue. Tantôt ce sont des vallées solitaires et riantes, tantôt des collines nues. Ici c'est une forêt de cyprès dont on aperçoit les portiques sombres. Là c'est un bois léger d'érable où le soleil se joue comme à travers une dentelle. Liberté primitive, je te retrouve enfin. Je passe comme cet oiseau qui vole devant moi, qui se dirige au hasard et n'est embarrassé que du choix des ombrages. Me voilà tel que le Tout-Puissant m'a créé, souverain de la nature, porté triomphant sur les eaux, tandis que les habitants des fleuves accompagnent ma course, que les peuples de l'air me chantent leurs hymnes, que les bêtes de la terre me saluent, que les forêts courbent leurs cimes sur mon passage. Est-ce sur le front de l'homme de la société ou sur le mien qu'est gravé le sceau immortel de notre origine ? Courez vous enfermer dans vos cités, allez vous soumettre à vos petites lois, gagnez votre pain à la sueur de votre front, ou dévorez le pain du pauvre. Égorgez-vous pour un mot, pour un maître, doutez de l'existence de Dieu, ou adorez-le sous des formes superstitieuses. Moi, j'irai errant dans mes solitudes. Pas un seul battement de mon cœur ne sera comprimé, pas une seule de mes pensées ne sera enchaînée. Je serai libre comme la nature, je ne reconnaîtrai de souverain que celui qui alluma la flamme des soleils et qui, d'un seul coup de sa main, fit rouler tous les mondes. C'est un passage extraordinaire. Ça vous confirme ce que je vous disais tout à l'heure, le récit de voyage est beaucoup plus qu'un récit de voyage. C'est l'inscription de l'écrivain dans son texte, une méditation sur son rapport à la nature, une exaltation de la liberté. Là, vous avez une des plus explicites proclamations de l'homme romantique. Autre voyage, le voyage en Italie, où là, évidemment, le cadre va être complètement différent. C'est la visite au Vésuve, en 1804, mais le texte est de 1827. Alors le Vésuve, évidemment, il ne peut pas ne pas penser à la description du Vésuve qu'il y a dans Corinne de Madame de Staël en 1807. Il ne peut pas ne pas penser à d'autres descriptions du Vésuve, etc. J'ouvre une parenthèse. Tous ces récits de voyage sont évidemment pétris d'intertextualité. C'est-à-dire que tout écrivain qui fait un récit de voyage se positionne par rapport aux autres récits de voyage qui se déroulent dans les mêmes contrées. Il y a un défi d'écriture qui est posé. Je dois faire mieux que l'autre. Et là, je vous passe la longue description du Vésuve, mais pour aller directement au milieu de la page 7,
La couleur générale du gouffre est celle d'un charbon éteint. Mais la nature sait répandre des grâces jusque sur les objets les plus horribles. La lave, en quelques endroits, est pleine d'azur, d'outre-mer, de jaune et d'orangé. Des blocs de granit tourmentés et tordus par l'action du feu se sont recourbés à leurs extrémités comme des palmes et des feuilles d'acanthe. La matière volcanique refroidie sur les rocs vifs autour desquels elle a coulé forme çà et là des rosaces, des girandoles, des rubans. Elle affecte aussi des figures de plantes et d'animaux et imite les dessins variés que l'on découvre dans les agates. J'ai remarqué sur un rocher bleurâtre un signe de lave blanche parfaitement modelé. Vous eussiez juré voir ce bel oiseau dormant sur une eau paisible, la tête cachée sous son aile et son long cou allongé sur son dos comme un rouleau de soie. Allons directement à la fin. Qui m'eût dit, il y a quelques années, que j'entendrais gémir au tombeau de Scipion et de Virgile, parce que vous savez que Scipion et Virgile sont enterrés près du Vésuve. Hein. Le tombeau de Virgile est un must dans le voyage en Italie. Ces vagues qui se déroulent à mes pieds sur les côtes de l'Angleterre ou sur les grèves du Maryland. Mon nom est dans la cabane du sauvage de la Floride. Sous-entendu, lisez les Natchez, lisez Mon voyage en Amérique, relisez René. Le voilà sur le livre de l'ermite du Vésuve. Quand déposerai-je à la porte de mes pères le bâton et le manteau du voyageur? Cette idée, vous allez la retrouver dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Comme vous le savez, Chateaubriand rédige pendant près de 40 ans ses mémoires qui seront publiés juste après le décès de Chateaubriand en 1848. Le manuscrit était entreposé dans une malle qui était au pied de son lit de mort, avec des instructions, c'est à publier dès mon décès, ce qui va être fait. Et les Mémoires d'Outre-Tombe, alors bon, c'est un texte absolument fabuleux, dont je ne saurais trop vous recommander la lecture, c'est un peu long peut-être, mais c'est génial. Parmi les multiples aspects des Mémoires d'Outre-Tombe, vous allez avoir quelques paysages. Alors j'en ai sélectionné 2 parmi des dizaines. Le premier, c'est la Bretagne, alors évidemment, la terre natale, l'origine. Chateaubriand ne cesse de célébrer la Bretagne. Mais ce qu'il faut admirer en Bretagne, c'est la lune se levant sur la terre et se couchant sur la mer. Établie par Dieu gouvernante de l'abîme, la lune a ses nuages, ses vapeurs, ses rayons, ses ombres portées comme le soleil. Mais comme lui, elle ne se retire pas solitaire. Un cortège d'étoiles l'accompagne. À mesure que sur mon rivage natal, elle descend au bout du ciel, elle accroît son silence qu'elle communique à la mer. Bientôt, elle tombe à l'horizon, l'intersecte, ne montre plus que la moitié de son front qui s'assoupit, s'incline et disparaît dans la molle intumescence des vagues. Les astres voisins de leur reine, avant de plonger à sa suite, semblent s'arrêter, suspendus à la cime des flots. La lune n'est pas plutôt couchée, qu'un souffle venant du large brise l'image des constellations, comme on éteint les flambeaux après une solennité. On peut penser que si Chateaubriand a voulu que sa sépulture soit sur l'îlot du Grand Bay, face à la mer à Saint-Malo, c'est pour pouvoir contempler la lune pour l'éternité. Autre paysage, alors un paysage de montagne. Le nouveau chemin du Saint-Gothard en sortant d'Amsteg va et vient en zigzag pendant 2 lieues, tantôt joignant la Reuse, tantôt s'en écartant quand la fissure du torrent s'élargit. Sur les reliefs perpendiculaires du paysage, des pentes rases ou bouquetées de cépées de hêtre, des pics dardant la nue, des dômes coiffés de glace, des sommets chauves ou conservant quelques rayons de neige comme des mèches de cheveux blancs. Dans la vallée, des ponts, des colonnes en planches noircies, des noyers et des arbres fruitiers qui gagnent en luxe de branches et de feuilles ce qu'ils perdent en succulence de fruits. La nature alpestre force ses
les arbres à redevenir sauvages. La sève se fait jour malgré la greffe. Un caractère énergique brise les liens de la civilisation. C'est la nature elle-même qui se dresse contre la civilisation. C'est l'énergie de la nature contre la civilisation qui vous corsette, qui vous emprisonne. Les arbres sont comme l'individu. Ils ont besoin de se libérer. Et à la page 9, vous lirez ce qu'il y a entre deux. J'attire votre attention sur la dernière phrase de ce passage, de cet extrait des Mémoires. Au milieu de la page, « Ma mémoire oppose sans cesse mes voyages à mes voyages, montagnes à montagnes, fleuves à fleuves, forêts à forêts, et ma vie détruit ma vie. Même chose m'arrive à l'égard des sociétés et des hommes. » Donc là, c'est l'ultime désenchantement de Chateaubriand. Qu'a été ma vie? Une succession de voyages et d'actions. Qu'en reste-t-il? Il en reste les mémoires d'outre-tombe, bien entendu. Hein, c'est une phrase qu'on donnait souvent en sujet de dissertation, ça, autrefois, quand on faisait des dissertations. Après Chateaubriand, passons rapidement à Stendhal. Alors, Stendhal, c'est un paradoxe, il y a très peu de descriptions chez Stendhal. Donc vous auriez pu penser que je ne mette pas du tout du Stendhal. Non, vous n'alliez pas y échapper, puisque dans le Rouge et le Noir, vous avez un passage qui est une description de la nature et qui va tout à fait dans le même sens que le rapport à la liberté qu'on avait tout à l'heure chez Chateaubriand. C'est le moment où Julien Sorel, après avoir conquis Madame de Rênal, va se retrouver seul dans la nature, méditer sur son destin. Alors il fait deux choses quand il médite sur son destin. Il voit un aigle qui vole dans le ciel, il se dit, ben voilà, c'est Napoléon qui me salue. Que ferais-je? Aurais-je un destin comme celui de Napoléon? Et puis vous allez avoir ce passage-là. Pourquoi ne passerais-je pas la nuit ici? Se dit-il, j'ai du pain et je suis libre. Au son de ce grand mot, son âme s'exalta, son hypocrisie faisait qu'il n'était pas libre, même chez Fouquet, la tête appuyée sur les deux mains, son ami Fouquet. Julien resta dans cette grotte plus heureux qu'il ne l'avait été de la vie, agité par ses rêveries et par son bonheur de liberté. Sans y songer, il vit s'éteindre l'un après l'autre tous les rayons du crépuscule. La femme qu'il vient de conquérir, la nature où il se sent libre. Vous avez là l'énergie de l'individu, l'énergie du héros qui pense qu'il va pouvoir se lancer à la conquête du monde. Petit clin d'œil, vous le savez, Julien Sorel va être décapité, il est guillotiné, et son amante, Mathilde de la Mole, va récupérer sa tête et la transporter dans une grotte. Cette grotte-là. Le destin de Julien Sorel est déjà inscrit dans ce paysage, mais ça, le lecteur du roman ne le découvre qu'à la fin. Donc voilà pour Stendhal. Donc il y a quand même une description de nature chez Stendhal. Bon, je vous ai mis un gros paquet balzacien. Je ne peux pas me refaire, mais on ne va pas tout lire. Mais c'était pour vous montrer la très grande variété des descriptions de paysages de nature dans la comédie humaine. Bon, je vais passer très très vite sur le premier, mais c'est un texte qui est très peu lu, qui est Adieu, qui est une nouvelle de 1830, qui est un texte magnifique. Bon, je vous ai fait un résumé assez copieux, parce qu'il y a un côté, sinon fantastique, en tout cas, de force, sinon surnaturelle, en tout cas parapsychologique. Et vous y avez une phrase qui est au milieu de l'extrait. C'est la phrase « Des mousses brunes, verdâtres, jaunes ou rouges répandaient leur teinte romantique sur les arbres, sur les bancs, sur les toits, sur les pierres. » C'est une des premières occurrences que vous allez avoir en littérature de l'idée qu'il y a des couleurs qui sont romantiques. Alors pourquoi est-ce que vous avez ici une couleur romantique? Parce que ce sont les couleurs de l'automne. Et que l'automne est une saison privilégiée par les romantiques. Souvenez-vous, levez-vous, orage désiré, disait René, en entrant dans le mois de Brumaire, n'est-ce pas?
Eh bien voilà, l'automne est une saison idéale pour les romantiques, puisque c'est une saison de transition entre l'épanouissement de la vie et la mort de l'hiver, mais qui se part de couleurs prestigieuses. L'automne est beau ou belle, je ne sais pas ce qu'il faut dire. La saison de l'automne est belle. Voilà. Et ainsi, l'automne se définit comme étant romantique. Hein ? J'ouvre ici une petite parenthèse. Les romantiques ont changé le signe idéologique de l'automne. Les poètes de la Pléiade font de l'automne une saison glorieuse parce que c'est la saison des pommes, des poires, de la fructification. Donc l'automne n'est pas associé au déclin et encore moins à la mort. Les romantiques vont l'associer au déclin et à la mort. Et ça leur vient de qui ? Ça leur vient des Anglais. Les romantiques anglais ont déjà traité de l'automne dans les poésies du milieu du XVIIIe siècle comme étant une saison qui est en quelque sorte celle du deuil. Les romantiques français vont reprendre cela à leur compte et l'automne du XIXe siècle, entendez, l'automne de la littérature du XIXe siècle, sera toujours associé à cette idée et ça va aboutir au poème sur l'automne que vous avez chez Verlaine. Et un peu plus loin, même chez Apollinaire. Hein, vous avez l'automne chez Apollinaire, qui est vraiment une saison funèbre. L'automne verlénien est une saison funèbre. Eh bien, ça commence dans ces années-là. L'automne chez Lamartine, dans les Méditations, est déjà cette saison à la fois superbe, mais ce sont les derniers feux de la vie. C'est le dernier éclat de la vie. Mais je ne connais pas, sous bénéfice d'inventaire, je n'ai pas tout lu, hein, mais je ne connais pas de texte littéraire, en tout cas romanesque, antérieur à cette nouvelle de Balzac, qui parle de teinte romantique. Le médecin de campagne. Alors le médecin de campagne, roman qui est un roman à forte teneur politique et idéologique, vous allez avoir une description de nature. Hein. Alors dans le médecin de campagne, le médecin, je vous le mets dans le résumé, il guérit un adolescent d'excès de masturbation. Une grande préoccupation au début, il y a un traité sur la masturbation du docteur Tissot, hein, qui dit mais c'est une perte de fluide vital, c'est un épuisement de l'individu, donc il faudrait essayer non pas de lutter contre, mais de limiter. Bon. Et il va lutter également contre le crétinisme. Le crétinisme, entendez, la maladie qu'on appelle à l'époque le crétinisme, par dégénérescence issue de mariage consanguin. Hein. Et donc lui, il va soigner des crétins des Alpes. Hein. C'est une injure du capitaine Haddock, hein, je vous le rappelle. Hein. Le capitaine Haddock utilise dans ses injures crétins des Alpes. Mais ça revient de cette époque-là. Il y avait les crétins des Alpes, les crétins des Pyrénées, et les crétins du Jura. Bon, pour le crétin des Pyrénées, vous pouvez penser à tel ou tel homme politique. Enfin bon, c'est... Mais c'est une maladie étudiée très très sérieusement à l'époque, vraiment. Et donc le médecin va soigner ce petit canton alpestre qui souffre de crétinisme. Il va le faire rentrer dans la modernité économique, dans la modernité médicale, et donc c'est un éloge du progrès. Hein, c'est un roman sur le progrès moderne. Mais en tout état de cause, vous avez une description de nature. Alors, par un caprice de la nature, les collines sont si rapprochées en quelques endroits qu'il ne se trouve plus ni fabrique, ni champs, ni chaumières. Séparées seulement par le torrent qui rugit dans ses cascades, les deux hautes murailles granitiques s'élèvent tapissées de sapins à noir feuillage et de hêtres hauts de 100 pieds, tous droits, tous bizarrement colorés par des taches de mousse, tous divers de feuillage. Ces arbres forment de magnifiques colonnades bordées au-dessous et au-dessus du chemin par d'informes haies d'arbousiers, de viornes, de buis, d'épines roses. Les vives senteurs de ces arbustes se mêlaient alors aux sauvages parfums de la nature montagnarde, aux pénétrantes odeurs des jeunes pousses du mélèze, des peupliers et des pins gommeux. Quelques nuages couraient parmi les rochers en se voilant, en se découvrant tour à tour les cimes grisâtres, souvent aussi vaporeuses que les nuits, dont les moelleux flocons s'y déchiraient. Là, vous avez plein de clins d'œil aux descriptions de Chateaubriand, que évidemment Balzac a lu.
Stendhal avait dit qu'il se battrait en duel à propos d'une phrase chez Chateaubriand, « la cime indéterminée des forêts ». Il trouvait que cette phrase n'avait aucun sens, parce qu'on ne peut pas avoir une cime indéterminée. Et je suis prêt à me battre en duel. Se battre en duel pour une phrase. Je trouve ça merveilleux. Et voyez la conclusion, enfin, c'était un beau pays, c'était la France. Donc c'est l'exaltation balzacienne de la variété des paysages de la France, de la beauté naturelle des paysages français. La peau de chagrin. Alors dans la peau de chagrin, alors le héros qui, avec son talisman, peut réaliser tous ses désirs, voit cette fameuse peau de chagrin qui se réduit à chaque satisfaction du moindre de ses désirs, et comme cette peau représente sa vie, eh bien, sa fin se rapproche dangereusement. Donc il veut échapper à cette malédiction et se réfugier dans une nature où il ne serait plus tenté par quoi que ce soit, où il serait dans un repos végétatif. Comme vous le savez, l'expression dans la langue française « se réduire comme peau de chagrin » vient de ce roman. Et donc il lui faut, donc page 12, une vie tranquille, spontanée, frugiforme comme celle d'une plante. Donc il va se réfugier près du Mont d'Or, dans une nature qui va être présentée comme étant idyllique. Dans la seconde édition de La peau de chagrin, Balzac en profitera pour y ajouter une description du lac du Bourget. Le lac du Bourget, c'est celui du lac de Lamartine. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence, et l'on entendait au loin que les flots harmonieux, etc., etc. Alors encore une fois, le capitaine Haddock récite ça dans Le Trésor de Rackham le Rouge, lorsqu'il est en train de naviguer avec Tintin. Comme quoi Tintin est totalement imprégné de références littéraires. Alors, le lieu où il va s'établir, page 13, le toit de cette espèce de chaumière en harmonie avec le site était orné de mousses, de lierres et de fleurs qui trahissaient une haute antiquité, etc., etc. Donc, l'habitat est un habitat en quelque sorte fondu dans la nature. Et le mot capital, c'est celui d'harmonie. J'avais eu l'occasion, la dernière fois, d'insister sur le thème de l'harmonie au sein de la nature. Bernardin Saint-Pierre qui écrit Les harmonies de la nature, c'est un thème à la fois philosophique, politique et esthétique. La question de l'harmonie est fondamentale dans les descriptions de paysages. Vous le retrouvez ici. Donc, cette harmonie généralisée est dispensatrice de bien-être. Elle fait que l'individu entre en correspondance harmonieuse avec son environnement. Et donc, il ne devrait pas être soumis à quelque tentation que ce soit, puisque la nature lui procure tout sans qu'il ait à demander. Et donc, il peut espérer que la peau de chagrin ne va plus diminuer de surface. Et c'est une nature naïve et bonne, une rusticité vraie mais poétique, parce qu'elle florissait à 1000 lieues de nos poésies peignées, n'avait d'analogie avec aucune idée, ne procédait que d'elle-même, vrai triomphe du hasard. C'est un être là de la nature, telle qu'elle est, sans qu'elle invite à quelque interrogation ou quelque méditation que ce soit. L'adjectif naïve ne doit pas être pris dans le sens contemporain. Ça veut dire natif. Naïf, natif, de l'origine. Et regardez la fin. Enfin, il y avait dans tous ces types d'existence un laisser-aller primordial, une routine de bonheur, très belle expression, qui donnait un démenti à nos capucinades philosophiques et guérissait le cœur de ses passions boursouflées. Guérir le cœur de ses passions boursouflées. La thématique de la passion est centrale dans la comédie humaine. Les personnages usent leur énergie vitale à cause de la passion. Mais la grande contradiction, c'est qu'il est impossible de vivre sans passion.
Donc les héros balzaciens sont condamnés à ce dilemme, ou bien ne pas avoir de passion et vivre une vie végétative, ou vivre sa passion et mourir plus tôt. On ne peut échapper à ce drame, qui est le drame constitutif de l'existence humaine selon Balzac, et qui traverse tous les romans de la comédie humaine. Autre roman, Le Lys dans la vallée, avec la nature érotisée, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Et là, vous avez une description de paysages ligériens, paysages des bords de Loire, qui est absolument remarquable. Alors vous savez, dans Le Lys dans la vallée, le héros, Félix de Vandenesse, qui a, étant jeune, été absolument attiré par une femme splendide et s'est oublié au point de lui déposer un baiser sur le dos, ce qui a évidemment offusqué la dame, mais qui va la retrouver. Et cette femme habite le lieu de Clochegourde. Alors évidemment, il y a un jeu de mots, elle est un peu gourde et un peu cloche. Si cette femme, la fleur de son sexe, Clochegourde, ça veut dire une cloche sourde, si cette femme, la fleur de son sexe, habite un lieu dans le monde, ce lieu, le voici, le point d'interrogation est dans le texte. À cette pensée, je m'appuyais contre un noyer sous lequel, depuis ce jour, je me repose toutes les fois que je reviens dans ma chère vallée. Sous cet arbre confident de mes pensées, je m'interroge sur les changements que j'ai subis pendant le temps qui s'est écoulé depuis le dernier jour où j'en suis parti. Elle demeurait là. Mon cœur ne me trompait point. Le premier castel que je vis au penchant d'une lande était son habitation. Quand je m'assis sous mon noyer, le soleil de midi faisait pétiller les ardoises de son toit et les vitres de ses fenêtres. Sa robe de percale produisait le point blanc que je remarquais dans ses vignes, sous un albergier. C'est un abricotier. Elle était, comme vous le savez déjà, sans rien savoir encore, le lys de cette vallée, où elle croissait pour le ciel, en la remplissant du parfum de ses vertus. L'amour infini, sans autre aliment qu'un objet à peine entrevu dont mon âme était remplie, je le trouvais exprimé par ce long ruban d'eau qui ruisselle au soleil entre deux rives vertes, par ces lignes de peupliers qui partent de leurs dentelles mobiles, ce val d'amour. Les dentelles mobiles, le val d'amour. Vous me voyez venir. Par les bois de chêne qui s'avancent entre les vignobles sur des coteaux que la rivière arrondit toujours différemment, et par ces horizons estompés qui fuient en se contrariant. Si vous voulez voir la nature belle et vierge comme une fiancée, allez par là un jour de printemps. Si vous voulez calmer les plaies saignantes de votre cœur, revenez-y par les derniers jours de l'automne. Au printemps, l'amour y bat des ailes à plein ciel. En automne, on y songe à ceux qui ne sont plus. Le poumon malade y respire une bienfaisante fraîcheur, la vue s'y repose sur des touffes dorées qui communiquent à l'âme leur paisible douceur. En ce moment, les moulins balançaient en riant, pas un nuage au ciel, les oiseaux chantaient, les cigales criaient, tout y était mélodie. Tout y était mélodie. Tout à l'heure, nous avions harmonie. Là, nous avons mélodie. Dans la pensée de Balzac, l'harmonie et la mélodie, évidemment, se complètent. Ce n'est pas exactement la même chose, comme en musique, bien sûr. La mélodie balzacienne, c'est une forme de sensualité qui se dégage de la beauté des paysages. Et cette sensualité, vous l'avez bien vu, elle s'est inscrite dans le paysage, elle est annonciatrice de la femme aimée, de celle qu'il ne pourra jamais conquérir, parce qu'elle reste fidèle aux lois du mariage, et qu'elle ne veut pas ni tromper son mari, ni offenser ses enfants, et donc, elle en mourra. Elle mourra d'une passion rentrée. C'est un très beau roman, Le Lys dans la vallée. Mais vous voyez comment ici le paysage s'est totalement féminisé. Et cette féminisation, qui est en même temps une érotisation, est une des modalités possibles de la description de la nature, en particulier chez Balzac. Vous lirez la suite. Je vous ai mis à chaque fois des textes assez longs pour que vous ayez le temps de les revoir après. Le curé de village. Alors tout à l'heure, nous avions le médecin de campagne, maintenant on a le curé de village. Ce sont deux romans qui en fait traitent
d'une certaine façon d'une problématique commune, qui est celle de la régénération d'une terre désolée par le travail humain et par l'ingéniosité. Il n'y a pas que ça, je vous ai mis le résumé, vous verrez, mais vous allez retrouver quelques-uns des éléments qu'on a déjà eu l'occasion de voir à propos de la nature chez Balzac. Là, nous sommes donc dans le Limousin, à 5 lieues au-delà de Limoges, après les gracieux versants de la Vienne et les jolies prairies en pente du Limousin qui rappellent la Suisse en quelques endroits, et particulièrement à Saint-Léonard, le pays prend un aspect triste et mélancolique. Il se trouve alors de vastes plaines incultes, des steppes sans herbes ni chevaux, mais bordées à l'horizon par les hauteurs de la Corrèze. Ces montagnes n'offrent aux yeux du voyageur ni l'élévation à pied droit des Alpes et leur sublime déchirure, ni les gorges chaudes et les cimes désolées de l'Apennin, ni le grandiose des Pyrénées. Leurs ondulations, dues au mouvement des eaux, accusent l'apaisement de la grande catastrophe et le calme avec lequel ces masses fluides se sont retirées. Cette physionomie commune à la plupart des mouvements de terrain en France a peut-être contribué autant que le climat à lui mériter le nom de douce que l'Europe lui a confirmé. Si cette plate transition entre les paysages du Limousin, ceux de la Marche et ceux de l'Auvergne, présente aux penseurs et aux poètes qui passent les images de l'infini, l'effroi de quelques âmes, si elle pousse à la rêverie la femme qui s'ennuie en voiture, pour l'habitant, cette nature est âpre, sauvage et sans ressources. Donc, voilà, l'opposition est ici tout à fait intéressante. C'est un paysage très riche pour le penseur et pour le poète. Pourquoi ? Parce que le poète pourra toujours en tirer motif à description, et parce que le penseur peut méditer sur les grands âges géologiques, sur l'histoire du monde, sur la trace visible dans le paysage de toutes les ères passées. Mais c'est un paysage qui est pauvre, ou en tout cas qui n'est pas rentable pour les habitants. Donc, tout à l'heure, nous n'avions pas encore cette idée qui avait été exprimée dans la description du médecin de campagne. Ici, nous l'avons. Pourquoi ? Parce que Le curé de village est un roman qui va être le roman de la richesse retrouvée d'une terre délaissée par le miracle de l'irrigation. On va faire venir un ingénieur de Paris, qui s'appelle Gérard, de son nom, qui est un polytechnicien de formation, et qui, au vu des conditions de l'agriculture locale, va dire « mais c'est très simple, il faut irriguer ». Et par l'irrigation, on va pouvoir mettre en culture les champs qui vont produire, qui vont amener une prospérité, et donc cette région désolée va devenir une région prospère. Donc vous voyez la grande idée balzacienne, le progrès économique en passe par la technique, par l'invention, par l'ingéniosité, et ce progrès économique est un facteur de progrès pour la société, etc., etc. Et c'est tout ça que vous avez dans Le curé de village. Mais ici, on voit très bien que ce paysage, en quelque sorte, appelle cette mise en valeur qui n'a pas encore eu lieu. Regardez en bas. Toute terre a quelque fertilité spéciale. Ce n'est ni les bras ni les volontés qui manquent, mais la conscience et le talent administratif. Vous voyez, ça c'est dit dans les années 1840. Je n'insiste pas. En France, jusqu'à présent, ces plateaux ont été sacrifiés aux vallées, le gouvernement a donné ses secours, a porté ses soins là où les intérêts se protégeaient d'eux-mêmes. La plupart de ces malheureuses solitudes manquent d'eau, premier principe de toute production. Les brouillards qui pouvaient féconder ces terres grises et mortes en y déchargeant leurs oxydes les rasent rapidement, emportés par le vent, faute d'arbres qui partout ailleurs les arrêtent et y pompent des substances nourricières. Sur plusieurs points semblables, plantés, se seraient évangélisés. Séparés de la grande ville la plus proche par une distance infranchissable pour des gens pauvres et qui mettait un désert entre elles et eux,
n'ayant aucun débouché pour leurs produits, s'ils eussent produit quelque chose, jeté auprès d'une forêt inexploitée, qui leur donnait du bois et une certaine nourriture du braconnage, les habitants étaient talonnés par la faim pendant l'hiver, etc., etc. Donc là, vous avez une analyse socio-économique du terroir. Je vous ai mis un autre extrait où là, c'est l'héroïne, Véronique Gralin, qui se promène dans la nature et où elle va trouver une correspondance entre sa mélancolie et la mélancolie du paysage. Tout paysage est un état d'âme. Voilà, vous en trouvez une des multiples illustrations que vous avez dans toute la littérature de l'époque. À force de voir ces tableaux variés de formes et animés par la même pensée, la profonde tristesse exprimée par cette nature à la fois sauvage et minée, abandonnée, infertile, la gagna et répondit à ses sentiments cachés. Alors ce qui est extraordinaire ici, vous voyez, c'est que la nature a une pensée. À force de voir ces tableaux variés de formes, mais animés par la même pensée, comme si la nature exprimait la mélancolie, la désolation, comme si la nature était animée au sens étymologique, comme si elle avait une âme. Donc après ce parcours balzacien, passons à George Sand. Alors George Sand, paradoxalement, on trouve moins de descriptions de la nature que chez Balzac. Alors que on pourrait penser qu'avec ses romans champêtres ou ses romans rustiques, elle aurait pu se donner libre cours à cela. Ce n'est pas vraiment le cas. Il y a rarement de longues descriptions sandiennes. Mais bon, on peut en trouver, bien entendu. Et je vous en ai choisi deux. L'une d'un roman qu'on lit moins fréquemment que les autres romans de George Sand, qui est Le péché de Monsieur Antoine, de 1847. Elle a quand même écrit 70 romans, donc on ne peut pas... Enfin, rares sont ceux qui ont tout lu, à part les Sandiens. Et là, donc, nous sommes du côté de Gargilès. Vous savez que Gargilès est un lieu très lié à George Sand. Et donc, elle décrit ce passage, et ce paysage, pardon. Et je vous attire particulièrement sur le deuxième paragraphe. Les vastes plaines de cette région forment de grands plateaux coupés de ravins qui font de leurs pentes brusques et profondes de véritables montagnes à descendre et à remonter. Après 1 heure de marche environ, nos voyageurs se trouvèrent en face du vallon de la Gargilesse et un site enchanteur se déploya devant eux. Le village de Gargilesse, bâti en pain de sucre sur une éminence escarpée et dominé par sa jolie église et son ancien monastère, semblait surgir du fond des précipices. Et allons directement à l'autre passage mis en gras à la page 19. Les flancs du ravin où s'engouffrait rapidement la petite rivière étaient tapissés d'une végétation robuste, et le jeune homme qui, malgré lui, laissait un peu absorber son attention par les dehors de son nouvel héritage, remarqua avec satisfaction qu'au milieu de l'abatis nécessaire pour l'établir dans une partie aussi ombragée, on avait pourtant épargné de magnifiques vieux arbres qui faisaient le plus bel ornement de l'habitation. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de la nature préservée, ce qui est tout à fait en accord avec une des grandes idées de George Sand, c'est-à-dire l'idée qu'il faut conserver à la France rurale son identité. Et son identité n'est pas simplement une identité folklorique, pas simplement une identité sociale, pas simplement une identité humaine, mais une identité de paysage. Parce qu'il y a harmonie entre toutes ces composantes. George Sand est également un écrivain de l'harmonie. Elle ne peut pas ne pas l'être, puisque le romantisme est une représentation et une conception générale de l'harmonie. Plus connu, La Mare au diable, donc de 1846, et dans La Mare au diable, vous allez avoir une nature hostile. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette nature n'est hostile que parce qu'il faut avoir le courage de l'affronter et y accomplir un parcours initiatique.
Et c'est très exactement ce que vont faire le laboureur Germain, le petit Pierre et puis la petite Marie, qui vont traverser ce paysage, qui vont traverser ce lieu qui représente beaucoup de dangers, parce qu'il y a la fameuse mare au diable qui semble projeter sur l'ensemble des ondes maléfiques. Et en réalité, pour véritablement s'accomplir, il faut traverser. Vous retrouvez une grande idée des contes de fées, voire des romans de chevalerie qui imprègnent ici la mare au diable. Alors la nature doit être, non pas conquise, mais doit être affrontée. On doit surmonter les obstacles qu'elle propose. Ce qui l'empêchait alors de s'orienter, c'est en gras en bas de la page 19, c'était un brouillard qui s'élevait avec la nuit, un de ces brouillards des soirs d'automne que la blancheur du clair de lune rend plus vagues et plus trompeurs encore. Les grandes flaques d'eau dont les clairières sont semées exhalaient des vapeurs si épaisses que lorsque la grise c'est la jument, les traversait, on ne s'en apercevait qu'au clapotement de ses pieds et à la peine qu'elle avait à les tirer de la vase. Le brouillard s'épaissit encore plus, la lune fut tout à fait voilée, les chemins étaient affreux, les fondrières profondes. Par 2 fois, la grise faillit s'abattre. Chargée comme elle l'était, elle perdait courage, et si elle conservait assez de discernement pour ne pas se heurter contre les arbres, elle ne pouvait empêcher que ceux qui la montaient n'eussent affaire à de grosses branches qui barraient le chemin à la hauteur de leur tête et qui les mettaient fort en danger. Bien, l'histoire de la mare au diable, c'est l'histoire de ce danger surmonté, mais qui en passe par cette nature hostile. Donc, dans le romantisme, la nature n'est pas toujours un cadre idyllique. La nature n'est pas toujours harmonie ou mélodie. La nature peut proposer aux hommes un certain nombre de difficultés, lesquelles doivent être surmontées. L'homme romantique est également celui qui est capable de prendre la mesure de la nature, de la comprendre dans tous ses aspects, dans toutes ses composantes. Alors je vous ai mis en annexe un extrait de l'une des lettres d'un voyageur, de George Sand, où là il va y avoir une célébration de l'Italie, et une célébration dont vous allez voir en quels termes elle se propose. Les créations de l'art parlent à l'esprit seul. Le spectacle de la nature parle à toutes les facultés. Voilà une des grandes idées du romantisme. Ici, exprimée de la manière la plus simple et la plus profonde qui soit. Il nous pénètre par tous les pores comme par toutes les idées. Au sentiment tout intellectuel de l'admiration, l'aspect des campagnes ajoute le plaisir sensuel, la fraîcheur des eaux, les parfums des plantes, les harmonies du vent circulent dans le sang et dans les nerfs, en même temps que l'éclat des couleurs et la beauté des formes s'insinuent dans l'imagination. Ce sentiment de plaisir et de bien-être est appréciable à toutes les organisations, même aux plus grossières. Les animaux l'éprouvent jusqu'à un certain point. Mais il ne procure aux organisations élevées qu'un plaisir de transition, un repos agréable après les fonctions plus énergiques de la pensée. Aux esprits vastes, il faut le monde entier, l'œuvre de Dieu et les œuvres de l'homme. La fontaine d'eau pure t'invite et te charme, mais tu n'y peux dormir qu'un instant. Il faudra que tu épuises Michel-Ange et Raphaël avant de t'arrêter de nouveau sur le bord du chemin. Et quand tu auras lavé la poussière du voyage dans l'eau de la source, tu repartiras en disant « Voyons ce qu'il y a encore sous le soleil ». Aux esprits médiocres et paresseux comme le mien, le revers d'un fossé suffirait pour dormir toute une vie, s'il était permis de faire en dormant ou en rêvant ce dur et aride voyage. Mais encore faudrait-il que ce fossé fût dans le genre de celui de Bassano, c'est-à-dire qu'il fût élevé de 100 pieds au-dessus d'une vallée délicieuse, et qu'on pût y déjeuner tous les matins sur un tapis de gazon semé de primes verts, avec du café excellent, du beurre des montagnes et du pain anisé. Voilà, vous avez une idée tout à fait remarquable chez George Sand. L'idée que comprendre la nature implique d'en passer par la culture.
il n'y a pas de dichotomie entre nature et culture. Vous n'êtes plus du tout dans la perspective que vous aviez chez Chateaubriand où il fallait rejeter la civilisation et la société pour goûter pleinement la nature. Là, pour George Sand, il faut que la nature soit pénétrée par la connaissance de l'art, et la connaissance de la nature va revivifier votre connaissance de l'art. Vous êtes dans une sorte de symbiose qui peut s'établir entre nature, art et culture. Apprécier la nature, c'est savoir tout apprécier, et par conséquent, les productions humaines aussi. La nature n'est pas à distinguer de l'homme. Ça, c'est une idée absolument remarquable, exprimée par George Sand, qui, vous voyez, d'une certaine façon, se démarque de tout un courant romantique qui fait de la nature le refuge, qui fait de la nature le cadre ou l'environnement dans lequel on peut échapper à la médiocrité sociale ou à l'horreur sociale. Eh bien non, là, ce qu'il y a de meilleur dans la société, dans la production humaine, c'est-à-dire la culture, sert également à comprendre la nature. Donc voilà pourquoi je voulais vous mettre ce texte, qui est certainement un des plus parlants chez George Sand. Victor Hugo. Alors dans Victor Hugo, vous avez un chapitre sublime dans Les Misérables, sur le jardin de la rue Plumet. Je ne vous ai pas fait l'injure de vous mettre le résumé des Misérables. Le jardin de la rue Plumet, c'est là où s'est réfugié Jean Valjean avec Cosette sous une des fausses identités qu'il a dû adopter depuis qu'il a quitté le bagne. Hein, il est Monsieur Madeleine, il est Monsieur Leblanc, etc. Et là, dans le jardin de la rue Plumet, il pense être en sécurité, mais bien entendu, à partir de la rue Plumet, il va parfois se promener avec Cosette au jardin du Luxembourg. Cosette est devenue une charmante jeune fille, et Marius va la voir au jardin du Luxembourg. Il va vouloir la revoir. Il va mener une véritable enquête policière pour savoir où est-ce qu'elle habite, à qui peut bien appartenir le mouchoir qu'elle a perdu ou laissé intentionnellement dans le jardin du Luxembourg, sur lequel il y a brodé UF. C'est Ursule Fauchelevent, une des identités de Jean Valjean. Et donc il va enfin retrouver le lieu où ils habitent et pouvoir retrouver Cosette. Mais cela donne lieu à une description remarquable de la nature idyllique, d'une nature triomphante, d'une nature édénique, havre de paix dans le Paris des années 1830, lieu de ressourcement, de reconstruction, de recomposition des individus, qui va évidemment devenir très vite le lieu des amours. Quelqu'un y pensera incontestablement, en tout cas de mon point de vue, plus tard, dans les Rougon-Macquart, lorsqu'il s'agira de décrire le jardin du Paradou, le paradis en provençal, qui est un jardin revenu à l'état sauvage, et qui va être le lieu des amours, ou plutôt de la faute de l'abbé Mouret. Donc vous voyez, là, vous avez des filiations comme cela. Hein. Zola a évidemment lu Les Misérables. Donc c'est un jardin à l'abandon depuis un demi-siècle, depuis avant la Révolution, qui est devenu un jardin extraordinaire. Ça fait penser à la chanson de Charles Trenet, hein, le jardin extraordinaire, et charmant. Charmant dont il faut prendre au sens le plus fort. Il agit comme un charme,
hein, le participe présent adjectivé charmant a perdu beaucoup de sa force dans la langue contemporaine, mais il faut lui redonner sa puissance originelle. Il agit comme un charme. Ça veut dire enchanteur. Rien dans ce jardin ne contrariait l'effort sacré des choses vers la vie. La croissance vénérable était là chez elle. Les arbres s'étaient baissés vers les ronces étaient montés vers les arbres, la plante avait grimpé, la branche avait fléchi. Ce qui rampe sur la terre avait été trouvé ce qui s'épanouit dans l'air. Ce qui flotte au vent s'était penché vers ce qui traîne dans la mousse. Troncs, rameaux, feuilles, fibres, touffes, vrilles, sarments, épines s'étaient mêlés, traversés, mariés, confondus. La végétation, dans un embrassement étroit et profond, avait célébré et accompli là, sous l'œil satisfait du Créateur, en cet enclos de 300 pieds carrés, le saint mystère de sa fraternité, symbole de la fraternité humaine. Ce jardin n'était plus un jardin, c'était une broussaille colossale, c'est-à-dire quelque chose qui est impénétrable comme une forêt, peuplé comme une ville, frissonnant comme un nid, sombre comme une cathédrale, odorant comme un bouquet, solitaire comme une tombe, vivant comme une foule. Autrement dit, vous êtes dans un microcosme où se rassemble le macrocosme de l'univers. Ce jardin est un jardin de l'origine, c'est un jardin de la fusion, c'est un jardin de l'harmonie de la nature, c'est un jardin de l'embrassement généralisé, c'est un jardin de la fécondité, un jardin de la vie, un jardin de l'engendrement et de la régénération. C'est une totalisation, où toutes les forces génésiques de l'univers sont rassemblées. C'est exactement ce que vous aurez chez Zola avec le jardin du Paradou. Passons, parce qu'elle est très longue, elle est magnifique, mais bon. Sous tout aspect, en toute saison, printemps, hiver, été, automne, ce petit enclos respirait la mélancolie, la contemplation, la solitude, la liberté, l'absence de l'homme, la présence de Dieu, et la vieille grille rouillée avait l'air de dire « ce jardin est à moi ». Alors, vous voyez ici, il semble qu'il y ait une contradiction entre les termes, la mélancolie et la liberté. Mais cette mélancolie était une mélancolie positive. C'est la mélancolie qui est cette aspiration de l'homme vers l'au-delà, vers le ciel habité par la divinité. C'est une mélancolie du sentiment de la finitude qui fait que vous vous tournez vers l'infini. Ce que vous retrouvez ici, c'est la grande idée du romantisme allemand de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, et que Madame de Staël pourra reprendre à sa manière, la mélancolie positive, en quelque sorte. La mélancolie qui est celle du rêve de l'unité retrouvée, qui est celle du rêve de la réunification de ce qui est au-dessus et de ce qui est en dessous, du ciel et de la terre. Et ce jardin est en quelque sorte le point de rassemblement ou le point de contact entre l'infini et le fini. 300 pieds carrés dans lesquels vous avez la totalité. L'absence de l'homme, entendez par là l'absence de l'homme qui n'a pas conscience de ce qu'il est, mais la présence de Dieu. Donc si Dieu est présent dans ce jardin, alors c'est que ce jardin est vivant, il est l'œuvre de Dieu, et cette œuvre de Dieu est un appel à l'humanité. Voilà pourquoi les plantes qui sont dans une relation de fraternité sont l'image de la fraternité humaine, du grand rêve idéaliste de la fraternité humaine qui est au cœur des Misérables. Dans ce jardin, vous avez l'annonce ou la reprise du thème idéologique des Misérables. On continue.
Une révolution qui avait passé l'écroulement des antiques fortunes, l'absence, l'oubli, 40 ans d'abandon et de viduité avait suffi pour ramener dans ce lieu privilégié les fougères, les bouillons blancs, les figues, les aquilées, les hautes herbes, les grandes plantes gaufrées aux larges feuilles de drap vert pâle, les lézards, les scarabées, les insectes inquiets et rapides, et pour faire sortir des profondeurs de la terre et reparaître entre ces quatre murs je ne sais quelle grandeur sauvage et farouche, et pour que la nature, qui déconcerte les arrangements mesquins de l'homme, et qui se répand toujours tout entière là où elle se répand, aussi bien dans la fourmi que dans l'aigle, en vint à s'épanouir dans un méchant petit jardin parisien, avec autant de rudesse et de majesté que dans une forêt vierge du Nouveau Monde. Rien n'était petit en effet. Quiconque est sujet aux pénétrations profondes de la nature le sait. Bien qu'aucune satisfaction absolue ne soit donnée à la philosophie, pas plus de circonscrire la cause que de limiter les faits, le contemplateur tombe dans des extases sans fond à cause de toutes ces décompositions de force aboutissant à l'unité. Tout travaille à tout. Là, vous êtes au cœur de la philosophie hugolienne. Le terme de contemplation chez Hugo, vous connaissez le recueil, les contemplations. La contemplation hugolienne, c'est le regard que l'on porte sur l'infini. Pour essayer, non pas de le comprendre, mais pour essayer d'entrer dans une sorte de communication spirituelle et métaphysique avec lui. Il faut savoir écouter, pour reprendre la formule de Hugo, ce que dit la bouche d'ombre, qui est la voix du cosmos et par conséquent la voix de Dieu. Donc vous voyez ce qui se joue dans ce jardin de la rue Plumet, rien d'autre que la connaissance de l'homme et de l'univers. Tout est en équilibre dans la nécessité, effrayante vision pour l'esprit. Il y a entre les êtres et les choses des relations de prodige. Dans cet inépuisable ensemble de soleil à pucerons, on ne se méprise pas. On a besoin les uns des autres. Le monde est un ensemble de relations, un ensemble organique de relations. Et ce que doit viser la littérature, ce que doit viser la pensée, ce que doit viser la philosophie, c'est de faire comprendre cette relation intime entre toutes les composantes du vivant. Même promiscuité est plus inouïe encore des choses, de l'intelligence et des faits, de la substance. Les éléments et les principes se mêlent, se combinent, s'épousent, se multiplient les uns par les autres, au point de faire aboutir le monde matériel et le monde moral à la même clarté. Dans les vastes échanges cosmiques, la vie universelle va et vient en quantités inconnues, roulant tout dans l'invisible mystère des effluves, employant tout, ne perdant pas un rêve, de pas un sommeil, semant un animalcule ici, émiettant un astre là, oscillant et serpentant, faisant de la lumière une force et de la pensée un élément, disséminé et indivisible, dissolvant tout, excepté ce point géométrique le moi, ramenant tout à l'âme atome, épanouissant tout en Dieu, enchevêtrant depuis la plus haute jusqu'à la plus basse toutes les activités dans l'obscurité d'un mécanisme vertigineux, rattachant le vol d'un insecte au mouvement de la Terre, subordonnant qui sait, ne fût-ce que par l'identité de la loi, l'évolution de la comète dans le firmament au tournoiement de l'infusoire dans la goutte d'eau. Machine faite d'esprit, engrenage énorme dont le premier moteur est le moucheron et dont la dernière roue est le zodiaque. Bon, voilà ce que le jardin de la rue Plumet permet de comprendre. Alors vous voyez que dans Les Misérables, il y a tout. C'est un roman métaphysique, c'est un roman d'amour, c'est un roman historique, c'est un roman d'aventure, c'est un roman métaphysique. C'est le roman le plus total de tout le XIXe siècle, de ce point de vue-là, où il s'incorpore toute une série des grandes tendances du genre romanesque du XIXe siècle pour en faire quelque chose d'inouï, qui n'a pas eu d'antécédent avant que Les Misérables ne soient publiés en 1862. C'est pour ça, comme vous le savez, lorsque je vous ai déjà raconté cette anecdote, quand j'avais mis Les Misérables au programme de licence à l'université, c'était la seule œuvre que j'avais mise pour mon cours, et que j'ai eu cette étudiante qui est venue me voir avant le cours en me disant « Est-ce qu'il faut tout lire ?» Je me suis retenu et j'ai dit « Ça vaudrait mieux ».
Et elle est venue me remercier à la fin du cours en me disant « Sans vous, j'aurais jamais lu Les Misérables ». Ben voilà, mission accomplie. Hein. Il faut lire Les Misérables. Hein. Pas en extrait, hein, pas en morceaux choisis. Hein. Non, non. De la première à la dernière ligne. C'est pas très long. Il y a 365 chapitres. Un par jour. Vous lisez un chapitre par jour pendant 1 an. Et vous aurez tout compris de Hugo. Autre texte de Hugo, Les Travailleurs de la mer, où là, on est dans une autre nature. J'ai marqué que c'était le triomphe du grotesque. Alors, comprenez bien ce que veut dire grotesque sous la plume de Hugo et sous la plume des romantiques en général. Le grotesque, c'est une composante du beau. Le grotesque est beau. Le grotesque, c'est ce qui jusque-là échappait au canon de la beauté classique, mais qui la déborde de toutes parts. Quasimodo, dans Notre-Dame de Paris, est un personnage grotesque, mais il est beau, d'autant qu'il est transfiguré par l'amour. Donc, tout est dans tout dans la nature, la nature est dans l'art. L'art est dans la nature. C'est ce que dit la préface de Cromwell. Tout dans la nature peut donner lieu à l'art. Le grotesque y compris. Hein, ce que pense le romantisme, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre le beau et le laid, le haut et le bas, que toutes les contradictions se résolvent en une unité supérieure. Donc ce qui est grotesque dans la nature est aussi beau que ce qui semble être sublime. Hein, d'ailleurs, il y a un sublime du grotesque. D'où la description des rochers de Guernesey. Alors vous voyez, en haut de la page 23, ces formes éveillent l'idée de grandeur, non de beauté. Loin de là, elles sont parfois maladives et hideuses. La roche a des nodosités, des tumeurs, des kystes, des ecchymoses, des loupes, des verrues. Les monts sont les gibbosités de la terre. Madame de Staël, entendant M. de Chateaubriand, qui avait les épaules un peu hautes, mal parler des Alpes, disait « jalousie de bossu ». Les grandes lignes et les grandes... J'adore cette petite pointe. Alors c'est vrai, je vous ai mis dans le dossier précédent le texte de Chateaubriand où il dit non, vraiment, la montagne, j'aime pas du tout la montagne. Et donc effectivement, il devait en parler et Madame de Staël avait relevé cela. Les grandes lignes et les grandes majestés de la nature, le niveau des mers, la silhouette des montagnes, le sombre des forêts, le bleu du ciel, se compliquent d'on ne sait quelle dislocation énorme mêlée à l'harmonie. La dislocation énorme mêlée à l'harmonie. Donc il y a une disharmonie qui entre en correspondance avec l'harmonie. C'est une autre forme de la beauté. Donc toutes les lignes sont brisées dans le flot, dans le feuillage, dans le rocher. On ne sait quelle parodie s'y laisse entrevoir. L'informe y domine. Jamais un contour n'y est correct. Grand, oui. Pur, non. Examinez les nuages. Toutes sortes de visages s'y dessinent. Toutes sortes de ressemblances s'y montent. Toutes sortes de figures s'y esquissent. Cherchez-y un profil grec. Vous y trouverez Caliban, non Vénus. Jamais vous n'y verrez le Parthénon. Mais parfois à la nuit tombante, quelques grandes tables d'ombre posées sur des jambages de nuées et entourées de blocs de brume, ébauchera dans le livide ciel crépusculaire un cromlech immense et monstrueux. Donc vous voyez, autre façon chez Hugo de célébrer la nature. Donc le dernier auteur et le dernier texte, c'est, alors je ne sais pas si vous avez déjà lu le Dominique de Fromentin. Fromentin a cette particularité d'être un écrivain et un peintre. Hein, il a fait notamment beaucoup de tableaux représentant l'Orient ou le Sahara. Hein. Mais c'est aussi un écrivain, il n'a pas beaucoup écrit. Il a écrit ce roman en particulier, Dominique, de 1863, que j'ai incorporé au romantique. Les Misérables, c'est 62. Hein. Donc on peut aller assez loin dans le 19e siècle pour la production romantique. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand est-ce que le romantisme finit? Il ne faut pas me poser la question, j'en sais rien. Peut-être d'ailleurs qu'il n'a jamais fini. Donc, je vous ai mis un petit résumé hein, de cette histoire, qui est encore une histoire d'amour malheureuse. Il y a quelques coquilles que vous pardonnerez. Hein, bon. Donc, Dominique possède un domaine qui s'appelle Les Trembles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dominique n'est cité qu'une seule fois comme étant Dominique de Bray, que c'est toujours son prénom qui va être utilisé. Fromentin retrouvant cette tradition du romantisme que de nommer les héros le plus souvent par leur seul prénom et de faire du prénom le titre éponyme du roman. Hein,
Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dans le prénom déjà que l'individu se situe. Le nom de famille est trop socialisant, en quelque sorte. Le moi véritable, c'est le prénom, c'est le nom de baptême, celui qui vous identifie en tant qu'individu, alors que le nom de famille, pire encore, le nom de femme mariée, vous socialise et vous dépossède d'une part de votre identité réelle. Donc vous avez une description des trembles et que vous lirez à loisir. J'ai simplement mis en gras la dernière phrase parce que vous allez y retrouver, je dirais, une sorte de synthèse d'à peu près tout ce qu'on a vu. Comme si le Dominique de Fromentin était non pas le dernier souffle du romantisme, mais qu'il était une sorte d'aboutissement romanesque. Le recueillement, tous les mots ont vraiment leur poids ici. Le recueillement qui descendait alors sur les trembles était inexprimable. Pendant 4 mois d'hiver, j'amassais dans ce lieu où je vous parle, je condensais, je concentrais, je forçais à ne plus jamais s'échapper ce monde ailé, subtil, de visions et d'odeurs, de bruits et d'images qui m'avait fait vivre pendant les 8 autres mois de l'année d'une vie si active et qui ressemblait si bien à des rêves. Donc, recueillement, condensation, concentration, monde ailé, subtil, de visions et d'odeurs, de bruits et d'images. Autrement dit, tout ce qui, dans le roman romantique, donne lieu à description, donne lieu à représentation, donne lieu à analyse, donne lieu à mise en correspondance avec l'individu, donne lieu à méditation sur le sens profond du monde, de l'existence, de l'univers, etc. Voilà pourquoi je parle de synthèse, si vous voulez. La phrase en elle-même n'est nullement descriptive, mais elle est la condensation de toutes les descriptions. Comme je vous disais la semaine dernière, lorsque trop souvent, hélas, élèves et étudiants disent « Oh, les descriptions, c'est barbant », il suffit de leur dire que s'ils n'ont pas lu les descriptions, ils sont passés complètement à côté de l'œuvre. Puisque dans ces descriptions se donne à lire un réseau de signification qui est capital pour comprendre ce qui se dit dans le texte, ce qui se dit également dans les relations entre les personnages. Et d'une certaine façon, peu importe l'amplitude de la description en question. Il peut suffire de quelques lignes, mais qui donnent le ton au sens musical, qui donnent aussi le ton au sens pictural, qui donnent le ton au sens discursif. La tonalité des descriptions est tout à fait fondamentale dans le roman du XIXe siècle. Quelqu'un qui l'a parfaitement compris, c'est Proust. Lorsque Proust va décrire dans La recherche du temps perdu, il est évidemment imprégné de toutes ces descriptions du XIXe siècle, qu'il connaît très très bien, qu'il va simplement reprendre à son compte, personnaliser, resituer dans un contexte différent, donner de nouvelles significations qui sont d'ailleurs des significations très profondément philosophiques. Proust est imprégné de la philosophie et de l'esthétique romantique allemande, qu'il connaît bien parce qu'il a suivi des cours à l'université à la Sorbonne sur l'esthétique allemande. Et donc, il se sert de tout cela pour décrire dans La recherche du temps perdu, pour montrer que tout élément du paysage, de même que tout élément d'une œuvre d'art, n'est tout simplement qu'une totalité qu'il s'agit d'appréhender. Exactement ce que disaient les romantiques. Je vous remercie. On a le temps pour quelques questions, si vous voulez. La pile du micro est morte, mais enfin, je peux parler. Ah, zut, pardonnez-moi. Hop. Y a-t-il des questions? Oui? Donc, vous avez parlé d'un certain nombre d'écrivains du XIXe siècle. Oui? Est-ce qu'on peut dire que le romantisme existe sans la nature?
Bon, c'est forcément... Et il peut y avoir des textes romantiques dans lesquels la nature n'intervient nullement, bien sûr. Mais ce que le romantisme invente vraiment au XIXe siècle, c'est cette nouvelle pensée sur la nature, qui avait déjà été ébauchée dans la philosophie des Lumières, mais à laquelle le romantisme va donner une vitalité nouvelle. Parce qu'il va l'inscrire, comme le faisait déjà Rousseau, dans un rapport avec la vie sociale, avec le progrès, avec tout ce qui concerne les activités humaines, parfois dans un rapport d'opposition, parfois dans un rapport de proximité, etc. Hein. Donc, si on peut trouver des œuvres romantiques où la nature ne joue aucun rôle, ça ne veut pas dire que le romantisme puisse se penser sans elle, en quelque sorte. Hein. Fondamentalement, la nature est inhérente à la pensée romantique. Hein. Oui. Et après, la littérature naturaliste va reprendre la thématique de la nature dans une perspective qui va être profondément différente. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir le 26 novembre, hein, lorsque je vais parler un petit peu du naturalisme, et un peu du réalisme, avec beaucoup de guillemets à réalisme, mais parce qu'il y a une constante, simplement, il va se produire des changements de signes, si vous voulez, hein, des changements de signification. Hein. La nature chez Zola n'est plus une nature romantique. Hein. Et là, pour des raisons extrêmement précises, qu'on essaiera d'élucider. D'autres questions ? Oui, Jeanne. Chateaubriand a voyagé et a écrit beaucoup plus tard sur ses voyages. Oui. Est-ce qu'il a mis en adéquation son écriture par rapport à ce romantisme ? Bien sûr. Ben oui, mais les récits de voyage sont totalement romantiques. Hein? Est-ce qu'il a fait évoluer son écriture ? Est-ce qu'il a fait évoluer son écriture ? Ben, les récits de voyage qu'il a faits, ils sont en réalité composés sur une assez longue durée. Hein, mais les récits de voyage, il va les reprendre, il va leur ajouter un certain nombre d'éléments. On peut dire la trame narrative va rester, mais bien entendu, lorsqu'il les publie dans les œuvres complètes, il les a retravaillées. Hein, il les a retravaillées pour les mettre pleinement en cohérence avec tout le reste de sa production littéraire. Hein. Bon, j'avoue que je n'ai pas fait l'étude entre le manuscrit original et le texte final. Hein. Beaucoup d'écarts, il n'y en a pas forcément. Il n'y en a pas forcément, non. Quand on lit la description de l'Amérique dans les Mémoires d'Outre-Tombe et les descriptions du voyage en Amérique, on voit qu'on est dans le même style. Hein. On n'est pas dans la même amplitude, mais on est dans le même style. Oui ? Que les odeurs ne sont pas souvent décrites. Elles sont décrites par certains, mais Chateaubriand, par exemple, ne décrit pas souvent les odeurs. Au Vésuve, il n'y a pas d'odeur dessous. C'est pas un homme de l'odeur, Chateaubriand. C'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, c'est pas un homme de l'odeur. Ça n'est pas le sens auquel il accorde la plus grande importance. En automne, quand même, l'odeur... Ben oui, mais bon, mais à chacun le privilège à accorder à telle ou telle composante. Non, les odeurs sont très... Mais elles seront beaucoup plus présentes chez les naturalistes. Forcément, parce que pour eux, l'odeur est liée au corps. Hein ? Non, chez les romantiques, les odeurs seront très souvent des odeurs suaves. Hein ? Chez les naturalistes, ça pourrait être un peu plus corsé. Hein ? Mais parce que la focalisation est différente. Hein ? Oui, Michel. Tu as dit que Chateaubriand avait été le premier en 1826 à faire paraître de son vivant ses œuvres complètes, oui. Est-ce que c'est le premier en France ? Dans les autres pays, je pensais essentiellement à la littérature allemande et russe. Est-ce que c'est également eux qui ont suivi cet exemple ? C'est à coup sûr, c'est le premier en France. Est-ce que ça a été suivi d'imitateurs après ? Oui, hein, certainement. Mais c'est le premier en France. Hein, parce que jusqu'ici, œuvre complète, on attendait le décès
le décès de l'écrivain. Hein. Par exemple, dès la mort de Voltaire, on va éditer les 70 volumes et quelques de ses œuvres complètes, qui seront d'ailleurs un très grand succès de librairie. Hein. Alors, mais Chateaubriand, il est vraiment motivé là par une question d'argent. Hein. Mais c'était un pari assez fou d'ailleurs, parce que ça veut dire que tout ce qu'il écrivait après la parution des premiers volumes de ses œuvres complètes, ça devait rentrer dans les œuvres complètes. Alors, Balzac va faire quelque chose d'un peu comparable, même s'il ne s'agit pas d'œuvres complètes. C'est la Comédie humaine. Alors, la Comédie humaine, le premier volume, paraît à 1842. Il a signé un traité avec des éditeurs pour cela. Donc, tous les romans qu'il a publiés depuis 1829, donc depuis Physiologie du mariage et depuis Les Chouans, vont s'intégrer dans la Comédie humaine et vont trouver la place qu'il leur a assignée dans le plan général de la Comédie humaine. Ce qui va l'amener d'ailleurs à réécrire un certain nombre de passages et puis à faire des connexions pour montrer en quelque sorte, du fait de la réapparition des personnages. Donc il doit ajouter ici un paragraphe, là-bas une phrase, pour que tel personnage qui apparaît dans un roman puisse être relié à son apparition dans un autre roman. Donc que fait Balzac? Tous les romans qu'il écrit après 1942 sont évidemment à placer dans la Comédie humaine. Alors, il n'aura pas l'occasion d'en faire énormément, parce qu'il arrête d'écrire en 1947. Hein, il ne peut plus écrire après 1947, sauf finir des choses entamées. Mais il va quand même y avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est que les deux derniers grands romans qu'il écrit, c'est-à-dire La cousine Bette et Le cousin Ponce, n'étaient pas prévus dans le plan général de la Comédie humaine. Il leur donne le titre commun « Les parents pauvres », et donc ils ne vont pas être, pour les intégrer dans la Comédie humaine, ça va être difficile. On va y arriver, mais ce n'était pas prévu. Hein, mais tous les autres... Donc, ce ne sont pas les œuvres complètes, parce que sont exclus de l'édition de la Comédie humaine tous les romans de jeunesse, sont exclus les pièces de théâtre, sont exclus les textes journalistiques, sont exclus un certain nombre de textes tout à fait délicieux comme Les peines de cœur d'une chatte anglaise, qui est vraiment un texte vraiment, vraiment adorable. Tout cela figurera dans les œuvres complètes de Balzac après sa mort. Mais œuvres complètes au sens de il faut publier la totalité de mes œuvres, c'est Chateaubriand, de son vivant, qui le dit. C'est le premier. Hein ? Et bien entendu, les œuvres complètes de Chateaubriand ne seront pas complètes. Pourquoi? Parce qu'il manque les mémoires d'outre-tombe. Vu qu'il faut attendre que Chateaubriand meure pour qu'il y ait les mémoires d'outre-tombe. C'est-à-dire que le texte peut-être le plus connu pour nous aujourd'hui de Chateaubriand ne figure pas dans les œuvres complètes publiées à partir de 1826. Oui? Est-ce que... Dans les années 20, 30... Ah oui, il y a beaucoup d'éditeurs. Il y a beaucoup de maisons d'édition. Cela dit, il va y avoir une grande crise de la librairie après 1830. De toute façon, la librairie en France, la librairie, entendez, au XIXe siècle, librairie veut dire en même temps édition. Hein. L'édition au XIXe siècle va passer de crise en crise. Hein, il y a des études très précises qui ont été faites là-dessus, mais 1830 est un moment charnière. Mais dans les années 20, oui, vous avez beaucoup d'éditeurs, grands et petits. Ce que vous n'avez pas, ce sont les grandes maisons d'édition qui ne vont intervenir qu'après. Par exemple, Hachette. Hein, Hachette, c'est plus tardif au XIXe siècle. Donc vous avez une profusion de petits éditeurs qui cherchent désespérément à trouver des auteurs. Alors, les romantiques ont été édités par un certain nombre d'éditeurs qui se sont d'ailleurs spécialisés dans la publication de textes romantiques. Par exemple, Urbain Canel, par exemple, L'Avocat, par exemple, Randuel, un peu Verdet, etc., etc. Ce sont des noms qui aujourd'hui ne sont pas connus parce que toutes ces maisons d'édition ont disparu. Mais elles sont au cœur du système de la production littéraire dans les années 20, 30 et 40. La quasi-totalité des éditeurs de l'époque n'existe plus à la fin du XIXe siècle.
Oui. Dans ce parcours des conceptions balsaciennes de la nature, je me demandais comment on situerait Eugénie Grandet. Est-ce que le rapport d'Eugénie Grandet à la nature est semblable à celui de Véronique dans Le curé de village et la nature dans l'extrait qu'on a lu, ou on le situerait différemment? C'est assez proche. C'est assez proche du rapport de Véronique. Alors, bon, Véronique est mélancolique parce qu'elle se repent d'avoir été la cause de la mort, de l'exécution de l'homme qu'elle aimait, dont d'ailleurs dont elle était enceinte, etc., etc. Tandis que Eugénie Grandet, elle, évidemment, c'est l'amour malheureux dont elle est victime. Oui. Et puis peut-être une liberté dans la nature, parce qu'à l'intérieur... Voilà, c'est ça. Elle est confinée dans la maison de l'avare, de son avare de père, et la nature est pour elle une échappatoire. Ouais. Cela dit, elle mènera après la même vie que son père. Oui. Hein. D'autres questions? Non? Eh bien alors, je vous donne rendez-vous au 26 novembre pour la nature dans les romans réalistes et naturalistes. Voilà, bonne fin de journée.